Bienvenue dans le débat de France 24. On revient aujourd'hui sur l'attentat commis hier sur un marché de Noël à Berlin. Sommes-nous en sécurité ailleurs en Europe? On va poser la question avec à mes côtés Jacques Poinas, bonjour. Vous êtes ancien chef de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, c'est l'UCLAT. Face à vous, Christian Sommat, délégué général du Haut Comité français pour la défense civile. Votre association, je le précise pour ceux qui nous regardent, elle intervient auprès des pouvoirs publics dans la réflexion sur les moyens de prévenir et de faire face aux risques majeurs comme justement l'attentat commis hier en Allemagne. Alors justement, après Nice, frappé, on s'en souvient, le soir de la fête nationale du 14 juillet, cette fois, c'est Berlin, ciblé à son tour à l'occasion d'un autre événement particulièrement cher aux Allemands, parce qu'il faut le dire, ces marchés de Noël, il y en a dans toutes les grandes villes, et même parfois dans tous les quartiers d'Allemagne. C'est dire si, avec cette piste terroriste, si elle est avérée, d'autres lieux en Europe, d'après vous, pourraient se retrouver menacés demain. C'est ce qu'on craint aujourd'hui. La menace, elle est partout. Donc on a un mode opératoire qui est classique. Mais particulièrement à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, c'était le sens de ma question. Mais je pense qu'elle est partout en tout temps. C'est-à-dire que nous vivons en tout temps sous une menace terroriste permanente, d'intensité, je dirais, variable, avec des moyens d'action qui sont assez basiques. Mais on a vu d'autres possibilités avec les attaques au couteau en Allemagne, en Israël, les attaques à la voiture ou au camion. On l'a vu, tout ça, ce sont des modes classiques de Daesh et qui sont des moyens low cost. Et maintenant, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Jacques Poinas, ce marché de Noël, la Breitscheidplatz, il attire chaque année 1 million de visiteurs, aussi bien des Berlinois d'ailleurs que des touristes. D'ailleurs, on ne connaît pas encore l'identité de toutes les victimes. Il y a au moins 6 Allemands, c'est ce qu'on sait. On s'est protégé des rassemblements de cette ampleur? Les rassemblements dans la rue, dans des espaces relativement ouverts, sont évidemment plus difficiles à protéger que des espaces clos. Il y a bien sûr des moyens, mais ce sont des moyens souvent extrêmement lourds, qui ne sont pas toujours parfaits, car, je dirais, empêcher un véhicule lourd de pénétrer dans une enceinte, ça exige, je dirais, la mise en place d'obstacles extrêmement importants, avec un coût, avec une gêne pour le public, avec beaucoup de conséquences. Évidemment, on ne peut pas renoncer à tout, mais il est difficile d'avoir des moyens très importants sur toutes les cibles, car l'éventail de cibles de Daesh est considérable. Alors oui, mais d'un autre côté, vous voyez comment les États-Unis ont réagi après 2001. Vous voyez une ville comme Washington qui aujourd'hui est totalement fleurie, mais avec des bacs qui font 3 à 4 tonnes. Donc ce que je veux dire, c'est un urbanisme de la sécurité auquel il faut penser aujourd'hui. Il faut repenser nos centres-villes. Et ça, l'Europe ne s'y était pas préparée? On n'est pas encore là. On n'est pas encore là ni dans l'esprit, ni dans les faits. Et l'Allemagne, justement, parce que jusqu'à présent, c'est vrai que la France a été touchée, la Grande-Bretagne a été touchée, ainsi d'ailleurs que l'Espagne. Là, c'était à l'époque des attentats revendiqués par Al-Qaïda. L'Allemagne a observé une succession de crimes commis durant l'été notamment, et en fin d'année dernière. Mais il n'y a pas eu d'attentat de telle ampleur. De masse. Pas encore d'attentats de masse. Et là, on n'avait pas pris conscience de cette menace en Allemagne, ou bien on s'y était préparé sans le montrer? Vous savez, c'est difficile. Le système allemand fédéral est quand même différent par nature des autres systèmes européens qui sont plus centralisés, plus réactifs. Je dirais l'Allemagne a une police par région, par Länder, et qui est assez autonome finalement, si vous voulez. Et le contre-terrorisme n'est pas forcément dans les gènes allemands comme ils peuvent être dans les gènes français. Enfin, Jacques Poinas, ça veut dire que les difficultés de coordination qu'on a à l'échelle européenne entre les différentes polices, c'est décuplé dans un système fédéral comme l'Allemagne? Alors, les difficultés de coordination existent à l'intérieur des pays, mais également à l'échelle internationale, bien sûr, mais également dans un pays centralisé comme la France, on imagine que c'est relativement plus fluide, non? C'est relativement plus fluide sans doute, car évidemment, il y a des structures pyramidales avec un centre très fort qui peut donner des instructions en tout point du territoire, alors que dans un système fédéral, tout doit se négocier entre le niveau fédéral et le niveau des Länder. Donc c'est évidemment une lourdeur supplémentaire. Même le renseignement intérieur n'est pas national en Allemagne. Il est
pour l'essentiel, au niveau des Landes, avec chaque Lande ayant un ministre de l'Intérieur, certains de couleurs politiques différentes, avec des priorités qui peuvent être différentes. Donc vous voyez que c'est assez compliqué. Vous voulez dire qu'on ne peut pas avoir une politique de sécurité unique dans un pays comme l'Allemagne? On ne peut pas décider de mesures de sécurisation des espaces publics qui soient communes à l'ensemble des grandes villes? Je veux dire, les mesures préventives, non, elles sont du domaine de chaque ministre de Lande. Et en France, ce sont les préfets qui décident? En France, ce sont les préfets, mais les préfets, eux, obéissent directement à l'État. Sont soumis à une hiérarchie très forte et très centrale. Mais vous voyez quand même qu'avec les collectivités, c'est une coproduction de sécurité. Oui, et ça marche, ça marche plutôt bien. Mais pas toujours. Regardez à Nice. Voilà, regardez l'exemple de Nice. Mais l'exemple de Nice est intéressant parce qu'il y avait quand même une coproduction, je dirais, acceptée des deux côtés. C'était la perception. Non, après, il y a eu des discussions. Elle n'a pas été acceptée après coup. Voilà. On s'est quand même envoyé la responsabilité de l'échec. C'est la responsabilité de l'échec. Mais il y a eu un échec dans l'évaluation. Si vous voulez, et dans les mesures de protection face à cette évaluation. Mais il y avait un accord quand même qui était relativement tacite avant, on l'a senti. C'est après qu'évidemment la discorde est arrivée, surtout qu'elle était sur fond politique. Les réunions de préparatoires du 14 juillet à Nice, il faut quand même le dire, c'était faites sans le préfet et sans le maire. Est-ce que ça, c'était pas un gros problème auquel maintenant, semble-t-il, on va remédier, puisque c'est semble-t-il au préfet qui revient, d'après l'État, de piloter eux-mêmes les dispositifs de sécurisation? Oui, c'est l'État qui a le dernier mot, en tout cas. Oui, c'est l'État qui a le dernier mot, mais il a besoin de la collaboration du maire, ne serait-ce que pour prendre d'arrêté. Le préfet peut toujours se substituer au maire dans certains cas. Mais on est dans les pouvoirs de police. C'est très compliqué. Donc, si vous voulez, c'est une coproduction. Pour l'Allemagne, je crois qu'il y a un autre aspect qu'il faut bien voir, c'est que constitutionnellement, depuis 1945, il y a une règle de séparation absolue du renseignement et de la police criminelle. On comprend pourquoi. Pas communiquer. Ils ne peuvent pas communiquer direct. Pour quelle raison? Parce que c'est le souvenir de la Gestapo. Il ne faut pas, je dirais, parce qu'évidemment, si le renseignement, je dirais, dicte à la police criminelle je dirais, c'est toujours sa doctrine. La police criminelle perd son indépendance. Quand on est confronté à une menace terroriste, comme c'est le cas aujourd'hui, est-ce que ça ne devient pas un handicap, ça? Ça, c'est un handicap, c'est sûr. Ça a été un handicap au moment de la Rotarmée-Fraction et ça continue à être une difficulté. Ça veut dire, pardonnez-moi, que ça a été un peu adouci peut-être dans les faits, mais la règle constitutionnelle n'a pas été supprimée. Ça veut dire qu'en théorie, selon la loi allemande, la police criminelle n'a pas à être informée des personnalités fichées par le renseignement? Pas directement. C'est-à-dire qu'il faut qu'au moment où une affaire peut prendre un tour judiciaire, le service de renseignement rend compte au parquet qui lui-même saisit la police. D'accord. Ça veut dire donc que, s'agissant de suspects qui peuvent être coupables, se rendre coupables de crimes de droit commun, il n'y a pas forcément connaissance de leur parcours antérieur et de leurs antécédents en matière terroriste. Il peut y avoir des accès, mais il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de montage, si l'on peut dire, sans que le terme soit péjoratif, de montage d'une affaire, d'une opération, je dirais, commune comme cela existe. Par exemple en France, où la DGSI elle-même a une capacité de renseignement et une capacité judiciaire et alors, j'allais vous demander, dans la même maison. J'allais vous demander, parce qu'on sait maintenant donc, que l'auteur de cette attaque est en liberté, puisque le suspect pakistanais qui avait été interpellé a finalement été relâché, on vient de l'apprendre. Cela veut-il dire que si cet individu a pu éventuellement se rendre en France dans l'intervalle, est-ce que la police française a la possibilité, elle, d'obtenir directement les informations auprès du renseignement allemand? Là, si vous voulez, l'interpellation de suspect rentre dans le cadre d'une procédure judiciaire. Donc là, on est dans le cadre d'une coopération judiciaire éventuelle. Bon, évidemment, il semble qu'on soit allé un peu vite en besogne, je dirais, sur la responsabilité éventuelle de ce suspect. Bon, il faudrait savoir dans quelles conditions il a été interpellé, de quels éléments disposait la police allemande sur le fuyard, puisqu'apparemment le conducteur a pris la fuite. Mais évidemment, c'est quand même un certain couac dans une affaire aussi importante de présenter pendant près de 24 heures quelqu'un comme un suspect majeur pour après être obligé de reconnaître qu'il n'y est pour rien, quoi. Christian Sommade, on revient au cas des marchés de Noël et des réunions publiques, puisqu'on est effectivement dans une période particulièrement festive où les gens ont l'habitude de se réunir. C'est vrai
sur l'ensemble du territoire français et notamment dans les régions limitrophes de l'Allemagne, puisqu'il y a une grande tradition dans les pays du nord de l'Europe des marchés de Noël. À Strasbourg, notamment, le plus grand marché de Noël de France. Le maire Roland Ries insiste sur la sécurisation du dispositif particulier cette année, notamment avec des obstacles physiques, des camions-bennes, des plots rétractables, des fosses pour le tramway. Il craint notamment que l'itinéraire du tramway puisse être éventuellement utilisé par un terroriste à bord d'un camion. Ces attaques aux camions piégés, c'est devenu véritablement la nouvelle menace presque imparable aujourd'hui. Écoutez, c'est un mode d'action qui est effectivement très peu onéreux. Il suffit d'aller louer un camion, mais on pourrait imaginer aussi avec des gros véhicules, des grosses berlines ou des gros 4x4. C'est-à-dire que tout type de véhicule peut devenir une arme par destination. Donc, je veux dire, il faut prendre effectivement la mesure de la chose et il faut faire des périmètres qui sont quand même relativement étanches en termes physiques. Et ça, c'est nouveau. Et c'est très difficile parce que quand vous devez bouger des plots de béton, c'est cher, donc ça va réduire. Mais ça veut dire aussi que tout véhicule stationné peut être aussi un danger. On l'avait vu avec ce véhicule chargé d'explosifs près de Notre-Dame qui a été retrouvé. Bon, là, il s'agissait des bonbonnes de gaz. Il fallait déjà avoir de l'explosif. Et visiblement, ils n'en avaient pas. Donc, heureusement pour nous. Mais si vous voulez, le problème globalement du véhicule piégé est quelque chose qu'on a vu en France dans les années 80, qu'on ne voit plus, mais qu'on voit très clairement sur les théâtres étrangers et notamment au Moyen-Orient. Donc c'est une menace à prendre en compte néanmoins. Effectivement. Est-ce qu'il ne faudrait pas interdire tout simplement les rassemblements d'une telle ampleur aujourd'hui? Breitscheid Place, c'est 1 million de personnes, 1 million de visiteurs. Alors pas tous les jours évidemment, mais on a fait l'euro, on a sécurisé les fan zones. Ça a fonctionné. Oui, en épuisant les forces sentinelles et les services de police. Oui, surtout la sécurité privée qui a été beaucoup plus mise bon, il y a eu la force publique et puis c'est un événement exceptionnel. Le vrai problème, c'est la répétition de ces événements. Est-ce qu'on avait besoin d'un mois de cette manifestation avec 2 matchs par jour? Voilà, c'est la question. Alors maintenant, c'est loin. Maintenant, c'est loin. Mais la vraie question, c'est la question de la sécurité privée et des gardes armés. Est-ce qu'il faut et ça, c'est un véritable sujet, parce que c'est un sujet dans lequel on comprend que les forces de sécurité publique sont là avec l'emploi de la force pour des missions de sécurité publique ou des missions de sécurité régalienne. On a des événements privés, la sécurité privée est là pour ça, et on a des forces sentinelles qui sont des forces d'appui et de dissuasion, si vous voulez, mais qui ne sont pas non plus gigantesques et faites pour ça. Voilà. Donc je pense qu'il faut surtout développer la sécurité privée et dans le temps, parce qu'il faut avoir évidemment des ressources de personnel qualifiées, formées et compétentes, et c'est pas facile à trouver, et ça montera en puissance dans le temps. Mais vous avez, je répète encore l'exemple, alors américain, mais pas seulement. Il y a d'autres pays dans le monde qui pratiquent ça, d'avoir des gardes armés privés. Ça existe, et on peut mettre des critères de sélection et des critères d'entraînement et des critères de sécurité importants. Jacques Poignaz, est-ce que ça, la solution, est-ce qu'on ne va pas arriver à des milices finalement armées? Non, mais la question des gardes privés est importante, effectivement, parce qu'il faut bien voir que sécuriser, je dirais, à l'extrême, une zone statique, donc avec des effectifs statiques, en même temps, les gens qui sont au marché de Noël pour faire du statique ne sont pas aux portes de Paris pour contrôler des véhicules dans des dispositifs aléatoires qui sont indispensables. Donc, si vous voulez, on en arrive à bloquer tous les effectifs disponibles sur des dispositifs statiques. Alors, au détriment des dispositifs dynamiques. Et interdire les rassemblements, comme je l'évoquais à l'instant avec Christian Sauvadd. Je dirais, c'est toute l'ambiguïté, je dirais, de dire que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre en Syrie, c'est clair. L'armée française est présente, les avions, etc. Donc on peut considérer que là-bas on est en guerre. Mais est-ce que nous sommes en guerre ici? Si on admet qu'on est en guerre, pendant une guerre, on supprime toutes les réjouissances. Oui, c'est-à-dire qu'on interdit les manifestations. Voilà, mais nous ne sommes pas en guerre. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes en guerre sur le territoire national. Sinon on va tuer notre économie. On le voit bien avec eux. Ça n'a pas de sens. Je pense qu'il faut prendre des mesures de sécurité, mais il faut éviter justement une paranoïa générale. Il faut aller vraiment vers quelque chose de concret, des mesures concrètes, sérieuses, des investissements en matière de durcissement. Moi, je crois que c'est important. On n'a pas tout fait en la matière? Non, on est très loin. On est très loin d'avoir tout fait. On est très loin. Allez visiter une ville comme Washington, vous allez voir ce que c'est.
sur le plan... C'est quoi, c'est le mobilier urbain C'est le essentiellement? mobilier urbain, c'est la conception Oui. urbanistique, c'est la conception des bâtiments. Il y a quand même un énorme travail à faire là-dessus. Ceci dit, à Orlando, les dispositifs... Oui, mais Orlando, pas c'est sûr. dans un cabaret en Californie, oui, Ça mais- suppose non, mais aussi... On Ouais. reporte aussi la menace Oui. Ça suppose d'un aussi... type de cible à un autre Ah, type. Ça suppose... ouais. La cible molle, c'est Ouais. sûr, elle se déplace. Ça suppose, alors c'est ce que tous les experts disent, ça suppose aussi un changement dans les habitudes de tout un chacun. Oui. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Parce que les gens sont quand même aujourd'hui Je vivent pense dans que la les gens sont crainte. très vigilants. Alors si on leur dit rassemblez-vous, mais prenez vos dispositions, concrètement, ça veut dire faut quoi? être très vigilant, ce qui se passe autour, ne pas hésiter à C'est-à-dire signaler, absolument. Et perdre du temps. Et si accepter something, de tell perdre du something, temps. oui. Et accepter de perdre du temps. Oui, Parce que c'est accepter ça de perdre qui est- du temps, et accepter de perdre du accepter temps. de faire perdre du temps aussi à la police, parce que si on multiplie les signalements, ça veut dire aussi qu'on va multiplier mais, aussi le temps. Accepter de se soumettre en tout cas à des contrôles, Des etc. contrôles, des contrôles Mais accrus. vous savez, contrairement à leur réputation, mon expérience personnelle tend à me montrer que dans les périodes de crise, Oui. lorsque le ressenti des Français, le ressenti de la menace est très fort chez les Français deviennent très disciplinés, contrairement à leur réputation, je dirais, habituelle. Mais il faut que ça soit face à un véritable enjeu. Voilà, faut pas embêter les gens pour embêter les gens. Bah là, je crois qu'on a quand même un motif assez sérieux Tout à hein, d'inquiétude et donc de responsabilisation. Merci beaucoup, Christian Sommade. Merci également à Jacques Poidas d'avoir été avec nous. Restez avec nous sur France 24. Tout de suite, un nouveau journal.